un aspect essentiel, je pense, de la raison, c'est d'être capable de faire la différence entre ce qui relève de la connaissance et de la croyance, de faire cette distinction qui est essentielle entre nos envies, nos désirs, nos croyances et les faits, la réalité du monde tel qu'il est, et surtout tel qu'il est en dehors de nous. C'est-à-dire, quand vous êtes mort, le monde continue à exister, la science s'attelle à essayer de modéliser ce monde-là. Et la raison est le mécanisme qui essaye de objectiver autant que possible la réalité des observations que nous faisons en essayant de dresser des modèles pour essayer de comprendre ce monde. Et il me semble que c'est là un aspect qui est essentiel, c'est d'être capable de tracer la limite entre ce qui relève de nos mécanismes internes, de nos croyances, de ce qui est vrai à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle endogène, et des choses qui sont exogènes, qui sont vraies, même quand on est mort, et qui sont vraies, c'est-à-dire qui restent vraies à l'extérieur de nous. Quand pour objection, on émet que la science ne peut pas travailler sur tout en disant qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables, certes, très bien. Si on ne peut pas mesurer la chose en question, on peut mesurer ses effets, par exemple. Et si vous parlez de cette chose, quelque part, c'est que ou vous l'avez vue, ou vous l'avez ressentie, ou elle a une existence pour vous. Sur quoi se base cette existence? Est-ce que cette existence, elle est vraie à l'intérieur de vous, et elle est propre à vous, ce qu'on appelle endogène, hein, c'est-à-dire elle résonne pour vous, ou est-ce que cette existence, elle est exogène, c'est-à-dire qu'elle existe en dehors de vous et qu'elle continuera à exister le jour où vous êtes mort. La science, elle peut s'intéresser qu'à ça, hein, elle peut s'intéresser à ce qui touche le monde tel qu'il existe en dehors de vous. La réalité de l'amour ou le fait que votre couleur préférée ce soit le bleu, elle existe dans votre cœur. Ma devise, c'est aimer avec le cœur, utilisez votre cerveau pour tout le reste. Et ça résume un peu ce propos, en fait, c'est de savoir que il y a des sujets pour lesquels qui ne concernent pas la science, tout simplement parce qu'ils relèvent de vos opinions personnelles. Mais à partir du moment où vous faites une allégation qui touche au monde physique en dehors de vous, vous vous prononcez sur quelque chose qui existe en dehors de vous, et normalement vous ne devez pas être le seul à le voir, et si d'autres personnes doivent le voir, dans ce cas, concertons-nous et essayons de le mesurer pour essayer peut-être pas de le mesurer, mais d'observer ses effets, par exemple. Par exemple, je peux avoir un ami invisible qui est ici, que personne ne voit d'autre que moi, mais peut-être qu'il peut faire bouger une feuille. Dans ce cas, au lieu de se poser la question sur l'existence de mon ami invisible, on va regarder peut-être, est-ce qu'il est capable de produire des effets, cet ami invisible? Et s'il n'y a pas d'effet, est-ce que moi je ne devrais pas commencer à douter de son existence peut-être? Ou alors réaliser qu'il existe, mais que dans ma tête? Je pense qu'à ce moment-là, il y a un réel travail d'humilité à faire sur soi-même en fait. De se dire que si manifestement personne ne le voit, peut-être qu'il y a un moment, il faudrait que je me pose la question de savoir s'il existe que dans ma tête, peut-être qu'il existe, hein, mais qu'il existe que dans ma tête, et que je le reconnaisse. La question que nous, on se pose, c'est, sans remettre du tout en question le fait que la personne soit vraiment imprégnée de cette chose-là et qu'elle ressente les choses, que le magnétiseur ressente vraiment une sorte d'énergie ou de fluide qui viennent de ses mains, la question qu'on se pose, nous, c'est pas de savoir s'il le ressent ou pas, hein. On tient ça pour acquis. La question, c'est de savoir, est-ce que ça correspond à une grandeur physique externe à lui, ou est-ce que c'est une sensation qu'il se fabrique lui-même? Et surtout, comment est-ce qu'il fait pour savoir, lui, que cette réalité, elle est en dehors de lui? C'est une vraie question, ça. Ça demande beaucoup de méthodologie pour essayer d'arriver à savoir, à mettre ses propres croyances de côté et dire qu'est-ce qui te laisse à penser que ce signal, c'est pas dans ta tête qui se fabrique en fait. Comment tu fais pour être sceptique envers toi-même? Ou comment tu fais pour douter de toi-même à ce moment-là? C'est la vraie question, ça. Ça, c'est vraiment très difficile. Et je pense que ce qu'on essaye de faire en science, c'est justement avoir conscience que nos propres croyances peuvent avoir une influence sur les résultats et que si on veut vraiment mesurer les phénomènes et pas les croyances des gens, dans ce cas, à un moment, il faut qu'on essaye de faire le distinguo entre les deux. Et nous, nos croyances, j'essaye d'éviter de raisonner en termes de croyances, mais pourtant j'en ai des croyances, hein, mais j'essaye de les mettre de côté quand je fais une expérience pour pas qu'elles nuisent à l'expression du phénomène, quoi. On appelle ça l'effet mouton-chèvre. L'idée que si vous faites une expérience de parapsychologie avec un sujet qui est croyant, il y a plus de chances que ça marche que si vous le faites et qu'il y a un sceptique dans la salle. S'il y a un sceptique, le phénomène a moins de chances de se produire. Donc nous, on essaye de mettre les croyances de côté pour essayer de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir.
pour ce qui est de la psychokinèse, je pense qu'on ne peut pas démontrer par la théorie l'inexistence d'un phénomène. C'est une erreur de faire ça. C'est une erreur de dire que théoriquement parlant, ça ne peut pas arriver, donc ça ne peut pas arriver. Ça veut dire que si les extraterrestres descendaient de leur soucoupe volante et arrivaient, qu'est-ce que vous feriez? Vous leur diriez de remonter dans leur soucoupe. Vous ne pouvez pas exister, donc je refuse de vous voir. C'est impensable de dire ça. La réelle question, c'est de savoir, avant de rentrer dans la théorie des faits, et d'essayer de regarder si oui ou non par la théorie ça fonctionne, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le phénomène il est là, point. On commencera à rentrer dans l'explication du phénomène quand le phénomène il sera avéré. Inutile de commencer à tirer des plans sur la comète. C'est un peu si on se posait la question de savoir est-ce que le Père Noël glisse plus vite dans la cheminée si on met de la vaseline? Avant de se poser cette question, on va se poser la question de savoir si le Père Noël existe. Et on se demandera seulement après, quand on aura attesté de cette réalité, de savoir s'il va plus vite dans la cheminée si on met de la vaseline. Attaquer le problème ou challenger une théorie par la théorie, c'est une erreur. Le meilleur moyen de challenger une théorie, c'est de la confronter aux faits, de savoir si oui ou non elle donne des résultats. On s'intéressera au fondement de la théorie ou alors comprendre comment, comment le phénomène se produit une fois qu'on l'aura mis en évidence. Bien souvent, il y a la première expérience qu'on a fait avec un magnétiseur, le magnétiseur est venu nous voir en nous demandant est-ce que vous pouvez m'aider à mesurer le signal que je ressens avec mes mains quand je soigne ou diagnostique les gens. Et on lui a dit non, on ne peut pas mesurer un signal dont on ignore l'existence, ou la nature. Donc ce qu'on va faire, c'est avant de commencer par essayer de mesurer le signal, on va essayer d'attester de la réalité de son existence. Et je pense que c'est juste honnête de faire ça. Parce qu'on aurait pu arriver avec tous les équipements de la Terre, en regardant toutes les aiguilles, hein, puis il y aurait peut-être une aiguille qui aurait bougé. Et si aucune aiguille bouge, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pas par la théorie qu'on peut démonter c'est pas par la théorie qu'on peut démonter ou analyser ou comprendre ce genre de phénomène. C'est en les confrontant aux faits. Et on commencera à réfléchir aux théories ou à essayer d'en établir quand on aura établi les faits, quoi. On va commencer par établir les faits, après on discutera des théories. Je pense que les mots doute et le mot scepticisme a une connotation qui est vraiment très particulière en français. C'est quand on dit tu sais, moi je suis sceptique. La traduction en fait, c'est quand on dit je suis sceptique, ça veut dire j'y crois pas. Or, quand on regarde la racine grecque du mot, par exemple, skeptikos, ça veut dire qui considère, qui examine. Ça ne veut pas dire qui rejette tout en bloc contre l'évidence. Hein. Ça ne veut pas dire je ne crois pas, skeptikos. Ça veut dire je considère, j'examine et je vais regarder les choses. La racine réelle, en fait, du mot tel qu'il est utilisé, le mouvement sceptique européen, américain par exemple, clairement c'est ça. La raison pour laquelle en France, je pense aussi, un bout de la raison qui justifie l'usage du mot zététique plutôt que sceptique, c'est au moins ça, c'est donner l'occasion de redéfinir le mot, de faire en sorte que les gens se réapproprient une méthode, et plutôt que de penser scepticisme en termes de personnes qui ne croient pas, de parler de zététique, et que ce soit défini comme personne qui ne se pose pas le problème en termes de croyance, mais qui se pose le problème en termes de faits, et on va regarder les faits. Et là, pour le coup, c'est pas un doute déraisonnable ou un doute systématique. C'est un doute raisonnable, où il y a des choses qu'on va considérer comme acquises. On ne va pas systématiquement douter de tout, il y a des choses qu'on va considérer comme acquises. Pourquoi? Parce que, au regard de l'expérience et de l'histoire de la science, on va considérer qu'on a suffisamment d'éléments pour considérer ça comme un élément qui est fiable. Et il y a d'autres choses pour lesquelles, en zététique, on dit la charge de la preuve doit être au niveau de l'allégation, en fait. Plus vous venez avec une allégation qui est extraordinaire, et plus il faut que vous veniez avec une preuve extraordinaire. Voilà, il y a des choses dont on ne va pas douter, il y a d'autres choses dont on va douter, mais je pense que c'est super important de faire la différence entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève de la connaissance. Nous, on ne se pose pas les problèmes en termes de je crois ou je ne crois pas, on se pose les problèmes en termes de est-ce que je sais ou est-ce que je ne sais pas. Quand on sait, très bien, on va dire, on est en droit de demander qu'est-ce qui te permet de dire que tu sais, et là on peut sortir les preuves, les éléments, les expériences et ce qu'on a amené. Soit on ne sait pas, et dans ce cas il faut le dire. Et nous on refuse de substituer notre absence de connaissance par de la croyance. C'est-à-dire quand on ne sait pas, au lieu de dire je crois que ou je crois pas que, on préfère dire écoute, j'en sais rien.
Par contre, reconnaître qu'il y a un trou dans la connaissance, c'est une chose. Essayer de le combler avec, avec des expériences et avec un peu de méthode pour essayer de fabriquer de la connaissance là où elle fait défaut, ben, c'est important, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire avec méthode et un peu de rigueur pour essayer de regarder les choses de manière la plus objective possible. La première chose qu'on essaye de faire à l'Observatoire zététique quand on est confronté à un phénomène paranormal ou pas, la réelle question qu'on se pose, c'est de savoir, pour qu'il soit paranormal, il faut qu'il soit en dehors du normal. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que si on essaye de reproduire ce phénomène dans des conditions normales, est-ce qu'il arrive, oui ou non? Est-ce qu'il y a besoin de faire appel au pouvoir de l'esprit sur le corps pour justifier la marche sur le feu ou la catalepsie sous hypnose? La réponse, c'est non. C'est que Rasoir d'Occam oblige, enfin oblige non, mais suggère, hein, c'est que quand on a deux théories qui ont le même pouvoir explicatif et qu'il y en a une qui remet en cause l'intégralité de ce qu'on sait de la physique et l'autre non, ben, autant faire appel à la plus simple en fait. Hein. Et la plus simple, c'est qu'il n'y a juste pas besoin d'être sous hypnose, ou il n'y a juste pas besoin de méditer pendant des heures pour marcher sur les braises ou tenir en catalepsie entre deux tréteaux. Donc si on peut faire l'économie d'une théorie compliquée pour expliquer le phénomène, autant le faire. La zététique, c'est pas une science à part entière, hein, c'est vraiment une pratique transdisciplinaire qui fait appel à la philosophie pour sa posture, à la science pour sa méthodologie, au corpus de connaissances qui a été acquis, aux sciences sociales pour comprendre les phénomènes de croyance et de psychologie qui font qu'on arrive à croire à des choses bizarres même quand elles ne sont pas fondées. C'est vraiment, vraiment transdisciplinaire et nous, on s'astreint à l'Observatoire zététique à l'appliquer au paranormal pour des raisons qui sont purement pédagogiques. En fait, c'est que si vous voulez illustrer l'efficacité ou si vous voulez illustrer le fonctionnement des outils, aiguiser vos outils d'esprit critique, la meule du paranormal, c'est une meule qui permet de s'exercer à ces outils parce que le champ du paranormal, c'est un champ qui est extrêmement emprunt au raisonnement un peu bizarre ou à des choses qui ne sont pas toujours très claires et du coup, l'usage des outils d'esprit critique est vraiment, vraiment efficace et pertinent dans ce genre de contexte. Après, on peut appliquer la zététique à tout et n'importe quoi, c'est sûr. Nous, on s'astreint au paranormal pour des raisons qui sont pédagogiques, justement, pour illustrer, pour nous exercer avec nos outils d'esprit critique et challenger nos outils. Mais on peut vraiment l'appliquer à tout et n'importe quoi à partir du moment où on s'astreint à discuter les faits, analyser leur pertinence, se prononcer sur la qualité des preuves. Ça, on peut le faire. On peut le faire vraiment sur tout, quoi. Nous, on s'astreint au paranormal, mais on peut le faire au champ de... On devrait faire de la zététique en sciences tous les jours, en vrai, quand vous êtes dans votre laboratoire ou que vous allez sur un site web, par exemple, parce que vous voulez acheter une nouvelle télé, vous êtes en train de faire un travail de recherche où vous remontez aux sources et essayez de regarder les caractéristiques, comparer les informations, comparer les prix, comparer les performances. Vous faites un travail un peu d'enquêteur, un peu comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça sur les thérapies qui nous concernent? Avant d'ingérer des produits qui peuvent éventuellement nous sauver la vie ou choisir une thérapie, par exemple, on n'a pas ce regard aussi critique et aiguisé que sur le monde matériel sur lequel on doit se prononcer. Tout de suite, quand on fait appel à des domaines qui sont un peu plus... le bien-être, par exemple, le bien-être, ça ne se mesure pas comme ça, de manière avec une échelle. Il n'y a pas d'appareil qui mesure le bien-être. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas d'outils qui permettent, d'outils rhétoriques ou de logique, qui puissent s'exercer à ce genre de pratique. Alors qu'en fait, si. En sciences sociales, on peut mesurer énormément de trucs, quoi. C'est ça qui est intéressant en plus, c'est de voir que dans les sciences sociales, c'est vraiment, il me semble, hein, de ce que j'en ai vu de mon expérience personnelle, les plus aguerris pour dresser des protocoles expérimentaux fiables quand ça touche à l'humain. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent vraiment tous les biais expérimentaux, tous les biais de perception des gens, savoir que le moindre petit détail, quand quelqu'un pose une question, ça peut avoir une influence. Du coup, ils font des protocoles qui sont super calibrés et tout. C'est vraiment impressionnant le travail qu'ils font. L'idée, en fait, que les journalistes, ils viennent ils cherchent des acteurs ou non, pas les acteurs, mais en tout cas, pas des gens qui vont leur dire non, non, tout ça c'est bidon, il n'y a malheureusement rien à en dire parce qu'il n'y a pas de fait, par exemple.
Et qu'au final, on continue à écarter cette vision-là en disant en fait on ne sait pas alors qu'ils savent très bien. Assez curieusement, quand on discute avec les journalistes sur ces sujets qui viennent demander l'expertise de l'Observatoire zététique sur un dossier en particulier parce qu'on a particulièrement travaillé, et qu'on présente des faits qui sont bruts, des fois on se retrouve dans une situation où le journaliste regarde les faits et dit on ne peut pas présenter ça. Parce que là, du coup, on plie le dossier directement et il faut laisser planer un peu le doute et au moins un peu le suspense. Donc il arrive des fois qu'on donne des éléments qui permettent de trancher de manière super fiable sur un sujet en fait, et que ces éléments ne soient pas retenus au montage tout simplement parce que cette réalité-là qui est étayée est jugée peut-être trop cruelle. Et du coup, elle est mise de côté par le journaliste et on laisse planer le doute, alors précisément qu'il n'y en a plus. Pour tester les allégations de radiesthésie ou de sourcellerie, les gens qui ont l'habitude de trouver de l'eau avec un pendule ou des baguettes, l'expérience la plus simple, il faut qu'elle commence par ce qui s'appelle un test en blanc. Donc on va négocier avec le praticien des conditions expérimentales pour être sûr d'être au plus proche de sa pratique et de ne pas mettre en place des conditions expérimentales qui nuisent à l'expression du phénomène. On essaye vraiment de maximiser les chances de mettre en évidence la réalité du signal sourcier. Donc c'est juste important, intellectuellement parlant, de faire ça, quoi. Et après, une fois qu'on a négocié ce protocole, on fait un test en blanc pour vérifier que les conditions expérimentales qu'on a mises en place, elles nuisent pas à l'expression du phénomène. Typiquement, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à un sourcier, est-ce que votre pendule y tourne en dessus d'un verre d'eau ? Très bien, et on le vérifie. Est-ce que votre pendule cesse de tourner en dessus d'un verre vide ? On met un verre vide et on vérifie que le pendule ne tourne pas. Après, ce qu'on va vérifier, c'est on va mettre un mouchoir, par exemple, sur le verre ou sur les verres et vérifier que en dessus du verre plein, le pendule continue de tourner, c'est-à-dire que le mouchoir ne bloque pas le signal. Et après, donc ça c'est le test en blanc qui permet d'attester que ces conditions expérimentales sont bonnes. On refait exactement la même expérience, seulement à ce moment-là, le magnétiseur ne sait plus si c'est le verre vide ou le verre plein qui est mis sous le mouchoir, et c'est à lui de le deviner. Évidemment, après, l'idée, pour essayer de savoir si les performances du sujet dit doué sont vraiment bonnes, en fait, l'idée, c'est de comparer son score à ce que donnerait le hasard pur. Si on met quelqu'un à côté qui tire à pile ou face, est-ce qu'on obtient un score qui est équivalent, un score qui est meilleur, un score qui est moins bon? Et donc, l'idée, c'est, si on veut comparer ce score au hasard, il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce que le hasard donnerait. Donc, on fait une petite courbe statistique qui permet de voir qu'est-ce que donnerait le hasard. Et après, on place, tous les scores sont possibles au hasard, même faire 100 sur 100 à pile ou face, en disant je mise face, c'est possible au hasard. Il y a des gagnants au loto toutes les semaines, alors qu'il y a une chance sur 16 millions. Donc oui, c'est possible. La raison, c'est... la question, c'est... oui, tous les scores sont possibles au hasard, mais il y en a qui sont moins probables que d'autres. Notamment, si vous faites 100 tirages à pile ou face, vous avez la probabilité, c'est de faire à peu près 50 piles, 50 faces. Mais faire 51-49 ou 52-48, cette probabilité existe aussi, mais elle est un peu plus faible. Et il y a un seuil en dessous duquel, donc tout ça se calcule, il y a un seuil en dessous duquel la probabilité d'obtenir le score que vous avez est en dessous d'1%. Et nous, on retient ce chiffre. Si le score que vous avez obtenu avait une probabilité d'arriver au hasard inférieure à 1%, on considère qu'on est en face d'un phénomène extraordinaire. Si vous n'aviez pas une chance sur 100 de faire ce score et qu'à l'avance vous dites je vais faire ce score, pour le coup, on est en face d'un phénomène qu'on va considérer comme extraordinaire. En dehors du hasard. Extraordinaire parce qu'il n'est pas ordinaire en dehors du hasard. Alors, des expériences sur le sujet avec des sourciers, il y en a pas mal qui ont été faites. La plus grosse expérience qui a été faite sur le sujet, c'est l'expérience de Munich, qui a été menée avec beaucoup de radiesthésistes qui ont commencé dans un premier temps à se sélectionner entre eux pour faire un petit best-of des gens du milieu. Et je ne sais plus, il me semble que c'était autour d'une centaine de radiesthésistes qui se sont qualifiés donc, entre eux et qui ont participé à une expérience à grande échelle qui était financée par le gouvernement allemand. L'idée, c'était d'essayer de faire en sorte que les gens puissent déterminer... la question qui était posée, c'était est-ce que les radiesthésistes, une fois extraits des conditions environnementales, arrivent encore à trouver de l'eau? Parce que les radiesthésistes, oui, on peut trouver de l'eau en se baladant sur un champ, avec un peu une lecture du terrain, évidemment, on trouvera plus volontiers de l'eau au fond d'une vallée qu'au sommet d'une colline. Ou alors, on se souvient que tel été de canicule,
l'herbe avait jauni partout, et le dernier endroit où elle a jauni, où elle est restée encore un peu verte, c'était tel endroit dans le champ, donc a priori, s'il y a de l'eau, ça serait peut-être plus volontiers ici qu'ailleurs. Et du coup, si on veut éliminer ce paramètre pour essayer de savoir si vraiment le pendule tourne parce qu'il y a de l'eau, ou alors est-ce que c'est une lecture du terrain de la part du radiesthésiste, il faut essayer de se mettre dans des conditions expérimentales où le terrain n'existe plus, c'est-à-dire qu'on se met sous une sorte de chapiteau, par exemple, sur un plancher, on va cacher de l'eau sous le plancher, et au radiesthésiste de déterminer où elle se trouve. Donc il y a 2 temps, hein, quand on fait une expérience en radiesthésie, la première c'était de déterminer les endroits pour lesquels le radiesthésiste ne peut pas exercer sa pratique pour des raisons qui sont les siennes. Par exemple, selon certains radiesthésistes, il y aurait un réseau Hartmann ou un réseau Curie qui font qu'à certains endroits, le pendule tourne de toute façon parce qu'il y a un nœud énergétique dans la Terre, je mets ça entre guillemets, et que du coup, comme le pendule tourne à cet endroit-là, s'il y a de l'eau ou pas, on ne peut pas le déterminer vu que le pendule tourne tout le temps. Donc aux radiesthésistes de déterminer avant leur performance où se trouvent ces endroits sur le plancher, et du tirage aléatoire seront retirés ces points-là pour être sûr que l'eau n'y s'y trouve jamais. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on fait l'historique de tous les radiesthésistes qui sont passés, et qui à chaque fois donc déterminé ces points pour eux, hein, en fait, il n'y a pas 2 radiesthésistes qui ont trouvé le même, et les points recouvraient l'intégralité du plancher. Et que l'analyse statistique a montré derrière que les scores des radiesthésistes, globalement, étaient conformes au hasard. Alors, ce que ça veut dire, et c'est là que c'est délicat, étaient globalement conformes au hasard. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand vous avez une courbe de Gauss comme ça, globalement conforme au hasard, ça veut dire qu'il y en a, la grosse majorité des gens sont conformes au hasard. Il y a une frange de la population des radiesthésistes qui était anormalement mauvais, et une frange de la population qui était anormalement bonne. Mais la quantité de gens qui étaient anormalement mauvaises et anormalement bonnes était conforme en fait à ce que prédisait le hasard. Évidemment, même purement au hasard, comme on le disait tout à l'heure, on a des chances de gagner au loto par exemple. Et donc les radiesthésistes qui se trouvaient dans la frange supérieure ont conclu au miracle en disant bah oui, ça y est, nous on a réussi à mettre le signal sourcier en évidence, regardez, parmi les 100 qu'on était au début, il y en a au moins 2 qui ont réussi à passer le test. Donc on a trouvé les meilleurs. En réalité, il a fallu faire dans un deuxième temps une autre expérience où il me semble que c'était un Américain, je ne suis pas sûr, a mis en place une deuxième expérience pour dire voilà, moi j'ai refait les conditions expérimentales avec un ordinateur. Donc il y a un programme qui fait la randomisation et l'autre programme qui fait l'équivalent du sourcier. Les ordinateurs jouent entre eux et j'ai refait le même nombre de tirages. Et regardez, même avec les ordinateurs qui n'ont aucun talent, eh ben, j'ai trouvé 2 radiesthésistes virtuels qui n'existent que dans le programme et qui obtiennent les mêmes scores que vous. Donc ça c'est vraiment, c'était la démarche pédagogique qui a été emmenée sur le sujet pour essayer de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le hasard en vrai. Évidemment, quand on est face à un score, quand le critère qu'on se donne pour sélectionner les sujets qui sont talentueux ou les sujets qui sont conformes au hasard est de 1%, c'est toujours une marge d'erreur. Ce critère, il est purement arbitraire. Hein. Ça veut dire qu'il y a une probabilité que la personne, par pure chance, hein, réussisse l'expérience pour de vrai. Ce qui est important, c'est que si le signal il est cohérent et que la personne a réussi l'expérience, et que le signal existe, hein, quand on lâche un stylo, il tombe tout le temps. Hein. Il y a d'autres phénomènes qui n'existent pas tout le temps, mais un petit peu plus qu'une fois sur 2, par exemple. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant de regarder. On sait que ce n'est pas 50%, mais si on fait 1 milliard de tirages, ça sera vaguement un petit peu plus de 50%, et on sait que la moyenne, elle est là. Et qu'il y a un phénomène, même s'il est petit. L'idée, c'est pas de faire 100% tout le temps. Hein. L'idée, c'est de regarder si on est d'avoir un suffisamment grand nombre d'expériences pour voir si statistiquement, il y a une petite déviation. Et plus on fait d'expériences, et plus on peut mesurer des déviations qui sont subtiles. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt à faire un grand nombre d'expériences autant que possible, pour essayer de mettre en évidence des phénomènes qui sont ténus. Cette expérience, historiquement, elle a été menée un certain nombre de fois, notamment l'expérience de Munich en Allemagne. Elle a été menée à l'OZ, elle a été menée par des sceptiques américains. Le problème, c'est que dans des conditions expérimentales qui étaient contrôlées, ça n'a jamais donné un résultat positif. Pour le dire autrement, en fait, c'est un peu comme si on disait le pendule, il tourne super bien en dessus du verre d'eau quand le radiesthésiste voit le verre d'eau. Par contre, quand on lui cache le verre d'eau et qu'on lui demande de savoir s'il est vide ou plein, d'un seul coup, on n'a plus de résultat. Et historiquement, on n'est jamais allé vraiment au-delà de ça, quoi. Il n'y a jamais d'expérience il n'y a jamais d'expérience qui est montrée de manière évidente et de manière reproductible
l'existence d'un signal sourcier de manière fiable et consistante, quoi. Ça pose une vraie question du coup. Comment se fait-il que cette pratique est encore autant répandue, aussi répandue que ça, alors que en fait, quand on la challenge par une expérience un peu rigoureuse, on se rend compte que le phénomène il est